Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine de la Côte d'Ivoire. Nous essayons de tirer les leçons du retour au pays de Laurent Gbagbo, ce qu'on a appelé le grand retour avec Louis Mangloa Kemeyo. Il est journaliste écrivain. Merci de rester avec nous, Louis Mangloa. Il est avec le docteur Paul Kofi Bakayota Akbaye, historien, chef de département d'histoire à l'université de Lomé. Et dans cette seconde partie, en attendant donc que je vous soumettre aux questions des téléspectateurs qui commencent par pleuvoir sur nos réseaux sociaux, je voudrais avoir votre avis sur ce débat, héros ou pas héros. Gbagbo rentré au pays, donc on a commencé par le célébrer comme un certain héros. Louis Mangloa, est-ce que vous pensez, comme certains, qu'il mérite... est-ce que Gbagbo est héroïsable? Parce que certains disent qu'ils n'ont pas vu d'acte de haut fait de Laurent Gbagbo pour qu'il soit érigé, pour qu'on lui érige ce statut. Personne ne demande qu'il soit traité en héros. Les gens de son camp le veulent. Je pense qu'il y a un grand nombre de mécontents dans le camp de Ouattara qui estiment que ce n'est que justice. Mais par-dessus tout, ce qui est important ici, c'est qu'on en arrive à rebâtir une Côte d'Ivoire aujourd'hui qui soit agréable à vivre pour les Ivoiriens d'abord, et ensuite dans laquelle on retrouve cette joie de vivre que la Côte d'Ivoire a diffusée et continue de diffuser à travers sa musique au moins. Donc je pense que la question n'est pas celle de savoir s'il faut un héros. Elle est de savoir si la justice a été rendue, si la réconciliation est possible, et si sur ces deux terrains-là, on arrive à trouver des solutions qui ne sont pas magiques mais opérationnelles, les Ivoiriens seront contents et seront satisfaits de l'attitude de leurs hommes politiques. Or, pour l'instant, chacun est sur son quant à soi. Je dis quant à soi concernant Laurent Gbagbo, mais il a un chantier immense qui est celui déjà de réconcilier sa famille politique. Ensuite, il y a le chantier auquel il faut prendre part et qui aura du sens, c'est celui de réconcilier les Ivoiriens entre eux. Mais l'autre chose qui est quand même importante pour le camp de Gbagbo, et je crois pour l'Afrique en général, c'est que le droit d'ingérence que l'on a vu pendant cette élection présidentielle de 2010-2011 est allé jusqu'au bout de sa logique. L'ONU a célébré un candidat, l'ONU a fait emprisonner un candidat, la France a participé à ce processus, et je pense qu'on en est arrivé aujourd'hui à la conclusion que les affaires des pays se décident dans les pays, par les citoyens et par les acteurs. Sauf que c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a convoqué les Nations Unies pour certifier les élections. Il ne les a pas convoqués. Avait-il seulement le choix? Il y avait un tel rapport de méfiance entre les acteurs que il y a eu beaucoup de forats, il y a eu beaucoup de rencontres pour discuter, il y a eu les accords de Lomé, il y a eu ceux de Ouaga, il y a eu de nombreux rounds au cours desquels les acteurs ont essayé de recoudre le tissu de la concorde, mais ça n'a pas marché. Et c'est pour cette raison qu'on a fait appel à l'ONU pour certifier les élections. Mais je crois que cette logique-là, aujourd'hui, elle arrive à son bout. On a vu que la communauté internationale peut par moments ne pas être libre et indépendante par rapport aux acteurs. Le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, a très clairement exprimé le fait qu'il avait dégagé Laurent Gbagbo de la présidence pour installer son ami Alassane Ouattara à sa place. Là, on a quand même un témoignage qui est assez édifiant. Et si au bout de 10 ans, la justice internationale, au-delà de l'injustice qui avait été faite de le chasser, vient dire qu'il n'est pas responsable des crimes dont il a été accusé, on peut à minima se poser la question sur la liberté de ton et sur l'impartialité de toute cette communauté internationale qui n'a pas de nom, pas de visage, mais qui fait beaucoup de mal par moment à nos pays et à leurs citoyens. Ironie du sort pour Nicolas Sarkozy. Le jour où Laurent Gbagbo rentrait au pays, un nouveau procès qui lui était collé. Il était condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Pour un an de prison, Requi, il n'est pas encore condamné. On parlait de l'héroïsme de Gbagbo, vous en tant qu'historien, avoir échappé à une justice internationale, il a échappé à la mort certes, mais est-ce qu'il y a suffisamment de faits pour héroïser Gbagbo? Bon, moi, en tant qu'historien et non-ivoirien, je ne peux pas aujourd'hui dire que Gbagbo est un héros. Il appartient à l'histoire nationale de la Côte d'Ivoire de voir les grandes figures de la scène politique ivoirienne, celles qui peuvent être héroïsées.
Mais aujourd'hui, ce que moi je voudrais... Mais comme il a tenu tête, non? Oui. Avoir tenu tête à la France aux Nations Unies. Avant même cela. Il était Avant même pratiquement cela. seul contre Avant tous. même cela. Est-ce que ça ne suffit pas? Remontons au multipartisme. C'est-à-dire, quand Laurent Gbagbo devient le principal opposant à Houphouët-Boigny Oui. de la France-Afrique, parce qu'on oublie souvent ce côté France-Afrique Ouais, qui est né souvent emprisonné. en Côte d'Ivoire, c'est que le président Houphouët-Boigny était tout puissant. D'abord parce qu'il était respecté par ses compatriotes et qu'il continue de l'être aujourd'hui. Ensuite parce qu'il avait été député sous la 4e République en France, ministre sous la 4e République, et qu'il estimait que l'avenir de l'Afrique était avec la France. D'où ce terme France-Afrique qui devait symboliser les rapports post-coloniaux entre la France et ses anciennes colonies. Donc c'est cet homme-là que Laurent Gbagbo a affronté pour lui arracher le multipartisme intégral. Ne serait-ce qu'à ce titre-là, oui, il peut être considéré comme un héros. Est-ce que pour la suite, il s'est comporté en héros? Ça, c'est l'histoire qui le dira. Mais pour cette partie, qui est quand même très importante dans la vie politique du pays, le basculement dans le multipartisme et la démocratie, il faut reconnaître que c'est Laurent Gbagbo qui a été le principal acteur de ce basculement dans le multipartisme. Même dans la deuxième partie, on peut voir quelques actes héroïques. Moi, j'ai vu les vidéos quand les bombes pleuvaient sur lui, sous les coups de bulldozer. Moi, j'ai vu sortir Laurent Gbagbo serein. C'est vrai, oui, il faut dire que c'est un homme particulier. Oui, Laurent Gbagbo, c'est un homme tenace. Il est vraiment... Il est sans problème. Il va au bout de ses convictions. Donc, moi, c'est pourquoi je dis que je ne peux pas le qualifier aujourd'hui, là où nous sommes, de héros. Parce que pour héroïser quelqu'un, il faut véritablement analyser les actes que cette personne a posés. C'est vrai que vous avez fait allusion à tout ce qu'il a fait avec Houphouët-Boigny. Effectivement, il était vraiment... C'était pas donné à tout le monde d'affronter Houphouët-Boigny que nous connaissons tous pendant cette période-là. Et l'avènement de la démocratie, le multipartisme, tout ça, là, Gbagbo en est un des éléments, ou bien une des figures qui ont apporté cette nouvelle donne politique en Côte d'Ivoire. Je le répète, il faut du temps. Faut du temps et il appartient à la société ivoirienne de voir si Laurent Gbagbo est un héros ou pas. Mais est-ce qu'il est toujours ivoirien, Laurent Gbagbo? Parce que je voudrais qu'on analyse un peu cette petite phrase de Laurent Gbagbo avant qu'on commence par répondre aux téléspectateurs. Lui-même, il dit qu'il ne se sent plus tellement ivoirien, qu'il se sent désormais africain parce qu'il a vu mais même le soutien que les Africains lui ont apporté quand il a été déporté. Ce qui est normal, surtout la tradition africaine, en dit long, l'esprit de solidarité, nous en avons en Afrique. Mais s'il se proclame aujourd'hui un Africain, ce n'est qu'un rappel. Gbagbo a toujours été un panafricaniste. Et aujourd'hui, pour revendiquer une certaine citoyenneté africaine, il vient d'abord d'un pays africain, notamment la Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien, avant tout. Kamayo, au Cameroun aussi, il a remercié les médias camerounais qui ont beaucoup fait pour Laurent Gbagbo depuis les débuts. Oui, parce que au-delà du panafricanisme, il avait dans son équipe une avocate camerounaise. Les médias camerounais, beaucoup de leaders d'opinion camerounais ont pris fait et cause pour Laurent Gbagbo en très grand nombre. Il y avait également les partisans de Ouattara, ça va de soi. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand Laurent Gbagbo dit qu'il se découvre africain, ce n'est pas qu'il ne savait pas qu'il est africain. C'est qu'il voulait simplement dire qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont ressenti des affinités avec le combat qu'il a mené en Côte d'Ivoire. Ils ont ressenti des affinités par rapport à ce qu'il subissait et qu'il pouvait considérer comme une injustice. Et beaucoup de gens l'ont ressenti comme tel et ont eu de la sympathie, de l'empathie pour lui. Ce sont toutes ces personnes-là qu'il a remerciées. Et c'est vrai qu'il a fait une emphase particulière pour les Camerounais, mais c'est normal. Nous sommes aujourd'hui dans une construction africaine qui voudrait que on se mette ensemble pour faire les choses. On ne peut plus individuellement continuer à cultiver nos faiblesses. Il faut se mettre ensemble pour améliorer nos forces et ça passe par cette zone de libre-échange continentale qui est en train d'être mise sur pied. Ça passe également par le fait que les frontières héritées de la colonisation, peut-être qu'on ne doit pas les mettre en doute, qu'on doit garder leur intangibilité, mais que les peuples doivent échanger entre eux. Ce qui se fait beaucoup à nos différentes frontières, que ce soit celle du Togo avec le Ghana, du Togo avec le Bénin ou de la Côte d'Ivoire avec ses différents voisins. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique doit devenir un grand ensemble qui compte,
comme l'ont fait les autres zones à l'extérieur, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Centre. L'Afrique doit devenir une force qui compte sur la scène internationale parce qu'elle compte déjà. Vous voyez simplement combien de puissances se bousculent à nos portes aujourd'hui pour organiser des sommets Afrique-Chine, Afrique-Russie, Afrique-Japon. Donc c'est à nous de... Et même Afrique-Israël, même si cela a été avorté. Oui, donc je crois qu'il est important pour l'Afrique aujourd'hui de se rassembler et de savoir faire peser sa voix, faire peser ses opinions sur la scène internationale. Alors, Louis Mangola, nous allons prendre la direction de Awangelo. Vous connaissez Awangelo? Non. Vous avez dû connaître Awangelo. Awangelo, c'est à Kara, environ 400 km de Lomé, d'où nous écrit Simlewa. Alors, Simlewa, 90, 99, 97. Je crois que c'est bien cela. 90, 99, 97. Simlewa nous écrit d'Awangelo Kara. Pour lui, je crois que si Gbagbo n'est pas arrêté à sa descente d'avion, c'est pour éviter que la Côte d'Ivoire brûle. La popularité de Gbagbo est tellement élevée que Ouattara ne pouvait rien faire, malgré sa volonté de voir Gbagbo loin de la scène politique. C'est un sentiment de honte qui anime le gouvernement de Ouattara actuellement, selon M. Simlewa. Le retour de Gbagbo va booster le processus de réconciliation. Seuls Gbagbo et Blé Koudé peuvent donner un souffle à cette réconciliation. Bref, le gouvernement ivoirien et Ouattara sont dans un embarras terrible. Simlewa, depuis Awangelo Kara, il n'est pas allé du dos de la cuillère. Hein. Oui, il a rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, que le retour de Gbagbo est une honte pour le gouvernement ivoirien parce que on a voulu toujours avoir Laurent Gbagbo très loin de la scène politique ivoirienne. Maintenant, avec la nouvelle donne, je crois que les autorités sont obligées si je veux le dire ainsi, de faire profil bas et de capitaliser ce retour de Laurent Gbagbo dans le contexte de la réconciliation nationale. Parce que, moi je l'ai toujours dit, sans le retour de Gbagbo et d'autres personnes, notamment Blé Koudé et autres, on ne peut pas avoir une paix véritable en Côte d'Ivoire. Soit on va perdurer dans la justice des vainqueurs, mais aux issues incertaines. Donc finalement, ce retour-là, en principe, toute la classe politique ivoirienne doit la capitaliser. Il est encore temps de rattraper, de recoller les morceaux. Alors, si on trouve un peu de temps, on va parler de Blé Koudé. Je me suis demandé pourquoi il n'était pas dans la valise de Gbagbo. Ne devrait-il pas profiter de l'occasion pour rentrer lui-même? Mais répondons donc à notre ami Simlewa, le retour de Gbagbo, pour lui, ça embarrasse le camp Ouattara. Mais j'en profite pour renforcer un peu le clou. Est-ce qu'il ne se tire pas un peu une balle dans les pattes à dos en faisant rentrer quelqu'un de si populaire? Parce qu'avec les images qu'on a vues la dernière fois, quand même, Gbagbo, c'est un sacré animal politique. Hein? Encore une fois, le camp Ouattara et Alassane Ouattara lui-même, le président Ouattara, n'avait pas le choix. Une fois qu'il a été disculpé, c'est le président Laurent Gbagbo qui était le maître du jeu. C'est lui qui dictait son tempo. Soit il restait en Belgique, soit il venait en Côte d'Ivoire, soit il allait ailleurs. Il a fait le choix de rentrer. Mais il rentre à un moment où il devient un vrai caillou dans la chaussure de Ouattara pour de multiples raisons. La première étant que il n'est pas au plus fort de son action politique. Ça arrive avec cette histoire du troisième mandat qui a fait imploser sa majorité présidentielle. Avec la mort de deux premiers ministres sur le dos. Oui. Et sa popularité aujourd'hui est en berne. Son camp est archi-divisé. Donc, il n'est pas au meilleur de sa forme politique. Et quand on a un ancien président... Avec la France un peu en difficulté aussi. Il n'y a aucun partenaire aujourd'hui qui peut soutenir. La seule chose que les partenaires, à la fois économiques, financiers et diplomatiques, peuvent faire, c'est leur conseiller de régler leurs affaires en famille. Ils ne peuvent plus intervenir aussi massivement qu'ils l'ont fait en 2010 et en 2011. Donc, c'est un contexte politique qui est très difficile pour la majorité au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et je peux comprendre qu'elle soit dans une panique telle qu'elle n'arrive pas à organiser sereinement les choses. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que ça a été très mal organisé, ça a été très mal géré. Et plutôt que de nuire à Laurent Gbagbo quelque part, on n'a peut-être pas les images de liesse et de foule qu'on aurait pu avoir, mais il y a quand même un gros uppercut qui a été donné au gouvernement ainsi qu'au président Ouattara. Alors, là, ça me donne une idée.
pour ne pas être méchant, si Laurent Gbagbo se saisit de cette filière russe aujourd'hui, commence par l'agiter dans le contexte malien, dans le contexte centrafricain, est-ce que ça ne va pas... Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on raisonne de cette manière-là. On ne peut pas quitter une domination coloniale pour aller vers une autre domination coloniale. Oui, c'est une façon de rééquilibrer les forces en non, présence. ce serait pas une bonne chose. Je pense que 61 ans après les indépendances, nos pays doivent être capables de gérer leurs affaires eux-mêmes, sans avoir des béquilles coloniales ou néocoloniales. Et la deuxième chose que je dis par rapport à ça, c'est que la position de Gbagbo aujourd'hui n'est pas très différente. La position du président Laurent Gbagbo n'est pas très différente de celle du président Mandela à une certaine époque. Il sort de prison, il arrive avec une aura telle que ce qu'il dira forcément aura une grosse influence sur la suite de la vie politique. Et donc, quelque part, c'est lui véritablement, je vais me répéter, mais c'est lui le maître du jeu. S'il veut aujourd'hui que les choses se passent bien, ça se passera bien. Mais pour qu'il le veuille et que ça se réalise, il faudrait qu'il y ait également la participation des autres. Et parmi les autres, il y a le gouvernement aujourd'hui qui est aux affaires et qui a le devoir d'organiser cette réconciliation qui ne s'est pas organisée depuis 10 ans aujourd'hui. Et donc, il n'est que temps. Certains diront qu'il est trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité qui se présente pour bien faire les choses. Alors, la question, l'autre aspect de la question posée par notre téléspectateur, il dit que Laurent Gbagbo sera un grand acteur de la réconciliation en Côte d'Ivoire. De quelle façon, selon vous? Oui, d'abord, je crois que si Laurent Gbagbo peut faire quelque chose pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, il faudrait d'abord qu'il arrive à réunir son camp. Vous savez, en Côte d'Ivoire, à un moment donné, on avait parlé du tout sauf Ouattara, pour que Ouattara ne puisse pas arriver au pouvoir. Aujourd'hui, on parle des Gors, Gbagbo ou rien. Moi, ces slogans ne sont pas des slogans à encourager la réconciliation. Je crois que son retour seul suffit à réconcilier d'abord le FPI. Et s'il arrive à réconcilier le FPI, je crois que tout dépendra de la volonté des autorités de faire véritablement la réconciliation. Si c'est une réconciliation du bout des lèvres, entend déjà les propos de certains partisans de Gbagbo, on va retourner au vieux démon. Donc je crois que Gbagbo, libéré, rentré triomphalement à Abidjan, il a acquis une certaine popularité plus qu'il ne l'était. Aujourd'hui, je crois qu'il doit, et aussi les partenaires vont l'inviter à suivre cette voie forcément. Il doit contribuer à cette réconciliation. Mais je tiens à rappeler que tout dépendra du camp en face. Si Gbagbo a la bonne volonté d'oublier le passé, tout ce passé-là douloureux, d'oublier ce passé et de se réconcilier avec les autres, et que les autres n'en veulent pas, veulent toujours rester dans ce que nous remarquons en politique généralement, jouer à l'hypocrisie, être rancunier, mais faire du bout des lèvres, prôner la réconciliation. Je crois que les choses ne marcheront pas. Tout dépendra de la bonne volonté des acteurs ivoiriens. Évidemment, Laurent Gbagbo, il aura beaucoup de chantiers de réconciliation. Le pays, son parti politique, mais aussi, dans une certaine mesure, sa famille, puisqu'il y a des rumeurs qui circulent qu'il y aurait bisbille entre lui et sa femme Simone Gbagbo. Mais on a vu quand même Simone à l'aéroport. Lui, Magloire Kemayo, est-ce que vous avez des nouvelles? Que se passe-t-il? Non, chez les Gbagbo. Non, j'ai pas de nouvelles. Simone Gbagbo ou Nadi Bamba? Pour l'instant, c'est Nadi Bamba qui tient la corde. Nadi Gbagbo. Nadi Gbagbo, oui, de fait. Non, je veux dire, ça, c'est sa vie privée. C'est comme si vous demandiez à Nelson Mandela, quand il est revenu, pourquoi il s'est séparé de Winnie Mandela. Ça, c'est vraiment la vie privée du couple. C'est à eux de savoir s'ils restent ensemble pour la façade ou s'ils restent ensemble pour de bonnes raisons. Mais s'ils ne peuvent plus rester ensemble, le fils Michel Gbagbo, il l'a pas eu avec Simone. Il y a eu une femme avant Simone Gbagbo. Et donc, il y en a une aujourd'hui après elle. Ça, ce sont les affaires de famille. Il peut y en avoir une après Nadi. Rien n'est exclu, mais je pense que c'est une affaire véritablement qui ne regarde que les Gbagbo. Laurent Gbagbo et ses différentes épouses, ils régleront ça à leur manière. Ah ouais, parler comme François Hollande. 90, 55, 53. 90, 55, 53. Belle analyse pour les invités, c'est votre actif. Gbagbo est un héros, même si les autorités ivoiriennes lui refusent ses
héroïsme. Toute l'Afrique fait de lui un héros en attendant ses actes. Puisqu'il dit il va pleurer ses morts, on verra bien avant, pendant les élections. Gbagbo a posé des actes héroïques, l'avenir nous le dira. C'est Touata qui nous écrit. Magoula, est-ce que Gbagbo a un avenir politique? Peut-il écrire encore de nouvelles pages héroïques pour la Côte d'Ivoire? Je pense que Gbagbo a l'âge de ses nerfs, il a l'âge qui est le sien, très avancé, plus de 75 ans aujourd'hui. S'il veut continuer de s'investir en politique, personne ne l'en empêchera, pas même cette condamnation qui a été prononcée. Mais c'est la partie la plus difficile aujourd'hui à prédire, savoir si Gbagbo continuera ou pas à avoir une activité militante de premier rang. C'est très difficile parce que c'est un animal politique. Il ne vit que politique, il n'a vécu que politique jusqu'à présent, et je ne crois pas que c'est à 76 ans qu'il va changer et qu'il commencera à s'occuper de ses petits-enfants, de son potager et de tout le reste. Je pense qu'il continuera d'avoir une présence politique. Maintenant, est-ce qu'elle sera une activité intense? Est-ce qu'elle sera élective? C'est difficile de le savoir aujourd'hui. Mais je crois que sur le plan politique, les deux choses qu'il peut faire de bien, c'est déjà de réconcilier sa famille politique, et la deuxième, c'est de prendre toute sa part de façon active dans la réconciliation de tous les Ivoiriens. C'est pas juste une caravane de la paix, il en a déjà organisé une, mais c'est véritablement s'impliquer, mouiller le maillot pour que les paix, les cœurs soient réconciliés dans les différents camps et au sein de toutes les populations. Il n'y a pas à faire le choix des Ivoiriens qui vont se réconcilier et de ceux qui ne se réconcilieront jamais. Il faut que tous se réconcilient, et ce n'est qu'à ce prix-là que la Côte d'Ivoire gardera sa place de prestige parmi les pays de l'UEMOA. De toutes les façons, ceux qui en doutaient encore ont dû avoir le cœur net. À son retour, il n'a pas perdu de temps. La première déclaration publique qu'il a faite, c'est au siège de son parti, le Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo. À son ancien siège de campagne. Enfin, à son ancien siège de campagne, c'est dire que les choses sont claires quand même sur ce point-là. Oui, a priori, les choses sont claires. Qu'il a un rôle à jouer encore en politique. Effectivement, Laurent Gbagbo, c'est l'éternel politique. Mais maintenant, comment va-t-il gérer son avenir politique? Moi, au-delà des incertitudes qu'on peut avoir, parce qu'on ne peut pas prédire ce qu'il va faire, mais je crois que à son âge et par rapport à son expérience, je crois qu'il peut contribuer politiquement autrement. Qu'est-ce que je dis par là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son aura et cette visibilité, cet héroïsme, entre guillemets, qu'on lui donne, tout ça là, il peut, à partir de toutes ces considérations, jouer un rôle dans la réconciliation nationale d'abord, et surtout réconcilier son camp. Pas être en première ligne pour être éligible, comme mon frère le dit, mais quand même être ce quelqu'un-là qui, lorsqu'il parle, lorsqu'il émet des idées, que ces idées soient vraiment des idées qui avancent la Côte d'Ivoire. Mais si c'est revenir, être président d'un parti politique, prendre part active aux élections, tout ça, là, moi, je trouve qu'il a la liberté de le faire, mais est-ce qu'il rendrait service à la vie politique en Côte d'Ivoire dans cette posture-là? Moi, je crois que son expérience et tous ces tours qu'il possède aujourd'hui doivent être mis dans la balance pour que, véritablement, il joue un rôle vraiment très fédérateur, mais pas de premier plan. 90-33-81, 90-33-81, aucun Africain n'a amené la démocratie en Afrique, nous dit notre téléspectateur. La démocratisation de l'Afrique a été un autre marché de dupes entre l'Afrique et la France. 30 ans après ce marché de dupes, où est le développement tant vanté? Bon, notre téléspectateur nous renvoie dans la corde. Non, voilà. Je pense qu'il ne faut plus... C'est mon point de vue. Plus de 60 ans après les indépendances, plus de 30 ans après les processus de démocratisation, on ne peut logiquement plus vouloir que tout se passe depuis l'extérieur. La France a une très grosse part de responsabilité, c'est évident. Mais en 30 ans, nous avons eu le temps d'apprendre de nos faiblesses, de nos erreurs, de nos mésententes par moments aussi. Et il faudrait aujourd'hui que nous raisonnions par rapport à nos réalités propres. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est pas opportun? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est pas jouable? C'est à nous de le faire.
La communauté internationale peut vouloir tout le bien qu'elle veut, mais elle ne peut pas vouloir notre bien plus que nous. Nous continuerons d'être les maîtres à décider de notre sort. Si nous choisissons d'être des objets, nous serons traités comme des objets. Si nous voulons être des acteurs à part entière, nous serons traités comme des acteurs à part entière. Mais renvoyer tout le temps à la France ou à la communauté internationale, je pense que c'est malsain et malhonnête. Mais le problème, c'est ceux qui parlent au nom de l'Afrique très souvent. Ce sont ceux qui sont aux affaires et qui sont de mèche très souvent avec les puissances, l'étranger dominateur, comme l'appellerait quelqu'un. Alors, d'abord, pour reprendre à la première partie de la question qui disait qu'aucun Africain n'a apporté la démocratie, je voulais juste rappeler que la charte du Mandé au Mali, avec l'université de Tombouctou, ce n'est pas un Européen qui l'a faite. C'était dans les années 1400. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'avait pas encore été écrite. L'historien confirmera. Voilà. Je pense que... Avec la charte de Kouroukanfouga. Oui, même au-delà de la charte de Kouroukanfouga, il y a des études affinées aujourd'hui qui montrent qu'il y avait quand même de la démocratie dans les anciennes structures politiques traditionnelles africaines. Si vous étudiez fondamentalement le fonctionnement de certains pouvoirs politiques en Afrique précoloniale, il y a certaines pratiques qui se faisaient qui peuvent être qualifiées de pratiques démocratiques. Je prends par exemple, quand on intronise un souverain, et lors de l'intronisation, il y a ce que nous appelons par exemple les maîtres de la terre qui détiennent des pouvoirs magico-religieux, qui mettent ces pouvoirs magico-religieux à la disposition du souverain. Et que ces détenteurs du pouvoir-là sont considérés comme les gardiens du pouvoir et que le trône est obligé de respecter les préceptes, les principes édictés par ces maîtres de la terre. Mais c'est déjà un début de démocratie dans le sens de l'équilibre. L'élection d'un contre-pouvoir. D'un contre-pouvoir. Plus efficace d'ailleurs. Oui, plus efficace. D'ailleurs, je racontais à des amis la dernière fois que lors d'un colloque sur la vie politique, ces histoires de constitution en Afrique, certains disent, mais si nos pratiques culturelles et autres étaient si efficaces, pourquoi ne pas obliger les présidents à prêter serment sur nos fétiches plutôt que d'aller... C'est pour rigoler un peu, mais c'est pour montrer que si vous allez prêter serment sur le fétiche, que vous n'allez pas faire ceci et que vous le faites après, les fétiches s'en chargeront de vous. Vous voyez, même quand vous étudiez certaines sociétés, il y avait des pratiques magico-religieuses qui condamnaient le roi. Quand il déconnait, il se méconduisait. Et là, personne n'y a attrapé le roi pour le juger, le condamner. Le seul fait chez les Yoruba, par exemple, d'envoyer les œufs de perroquet au souverain, c'est un signe pour montrer au souverain qu'il se méconduit, il est condamné à mort. Et quand le jour arrive, il meurt naturellement des pouvoirs mystiques. Donc, vous savez, quand on parle de démocratie, la démocratie qui est arrivée dans les années 1990, c'est vrai, c'est la démocratie à l'occidental. Mais aujourd'hui, certains chercheurs pensent qu'en réalité, tout ce que nous avions en Afrique noire précoloniale comme fonctionnement ou structuration sociale et politique, peut-être si la colonisation n'était pas arrivée, on pouvait améliorer ces structures-là et avoir une société plus cohérente. Mais malgré la colonisation, là je voudrais ouvrir une brèche digressive. Pourquoi vous n'exploitez pas assez la littérature africaine? J'ai entendu parler de la bibliothèque de Tombouctou où il y a des tonnes de documents, manuscrits, les Kankamoussa et autres. Exactement. Tout ça, là. Oui, pourquoi vous ne vous saisissez pas de ces documents pour les populariser? Cela aurait suffi pour 10 000 thèses. Et pourtant, vous continuez par thèser, entre guillemets, sur les Victor Hugo. Oui, c'est un exercice difficile. Vous savez, la colonisation a tellement marqué les esprits que même, je vais dire une chose qui, peut-être les gens ne seront pas d'accord, nos chromosomes même sont colonisés. C'est-à-dire, on ne pense qu'à partir de ce que l'Occident nous a légué. Le mimétisme politique, tout ça là, génétiquement modifié. Oui, ça fait que finalement, on a oublié, on a laissé de côté nos pratiques endogènes. Je crois que la dernière fois, on échangeait lorsqu'un compatriote dénonçait le fait que quand nous prenons la parole en public, au lieu de citer les Victor Hugo, au lieu de citer les Louis Kemayo,
Non, On citer cite- Louis Kimayo, c'est mieux. Oui, mieux que de citer les Victor, Hugo. les Hegel, Que, normalement, les colonialistes finis. Là. après plus de 60 ans d'indépendance, on devait être capable aujourd'hui de nous citer nous-mêmes les Africains. C'est un travail, hein, c'est un travail qu'il faut faire. Et comme je le dis toujours, pour revenir à ce que nous voulons, d'abord, le travail est d'abord mental, psychologique. Il faut que les esprits changent en Afrique. Il faudrait que les Africains commencent à comprendre que nous avons des valeurs ici. Et ces valeurs peuvent être mises à contribution pour réguler nos Il sociétés. faut que l'heure de nous-mêmes sonne, hein, comme le dirait Césaire. Voilà. Oui, parce que finalement, pour terminer sur ce que je disais, la démocratie occidentale telle qu'on nous la présente n'est pas un prêt-à-porter, c'est Voilà. pas un modèle achevé Voilà. qu'on pose d'un pays à un autre. Aux États-Unis, vous avez une forme de démocratie qui n'a rien à voir avec celle de l'Angleterre, qui n'a rien à voir avec celle de la France, et encore moins avec celle de l'Allemagne. Donc chacun de ces pays a bâti son modèle économique de façon endogène, c'est-à-dire ça répond aux préoccupations de la société. Pourquoi nous devrions faire une démocratie à la française, à la chinoise ou à la russe? Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a de le faire. Donc il y a un vrai travail à effectuer pour ne pas juste essayer de transposer, de faire une greffe qui ne prendra pas forcément, c'est de revisiter nos valeurs, c'est de revisiter notre histoire et de trouver des éléments qui nous fédèrent, sur lesquels nous pouvons trouver un consensus pour avancer sur le plan à la fois du développement, mais également sur le plan de la démocratie. Ça va de soi. Nous saluons Kara avec notre fidèle téléspectateur Richard Tagba, 91 62 16, 91 62 16. Bonjour et salutations à nos invités. Si les Africains comprennent ce qu'est le patriotisme, ce qu'est une nation, les Ivoiriens, notamment et en particulier les dirigeants ivoiriens, feront en sorte que les valeurs qui fondent la patrie, la nation, à savoir la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, soient préservées. Alors d'ailleurs, le président Ouattara a l'obligation d'impulser ces valeurs pour finir son mandat en toute sérénité, en laissant Gbagbo libre de tout mouvement politico-social et en sensibilisant davantage ses militants à aller dans ce sens pour éviter des règlements de compte. Gbagbo devrait également aller dans ce sens pour une Côte d'Ivoire réunifiée. C'est plutôt une contribution qu'on peut commenter. Peut-être en ajoutant cette question, est-ce que Ouattara, est-ce qu'il ne serait pas intéressant? Est-ce qu'il est obligé d'aller au bout de ce 13e mandat difficile? Est-ce que et au nom de la réconciliation, est-ce qu'on ne peut pas écourter ce mandat et redistribuer les cartes? C'est une réflexion. Hein? Oui, c'est une réflexion, mais moi je pense que constitutionnellement, ce n'est pas possible, parce que la constitution qui est en vigueur laisse l'occasion à Ouattara d'être encore président de la République. La constitution est une chose, mais œuvrer pour la réconciliation en est une autre. Il peut décider, il provoquer. Pour le moment, en tout cas personnellement, moi je ne pense pas que le fait pour Ouattara d'être président de la République empêchera une quelconque réconciliation d'aboutir. Il peut être président de la République et faire d'ailleurs mieux aboutir la réconciliation. Parce que redistribuer les cartes, réorganiser au nom de la réconciliation une élection présidentielle ne voudra rien dire si cette réconciliation ne marche pas. Si les esprits ne sont pas apaisés, si les gens ne sont pas prêts à cela. Donc moi je pense qu'il peut user de sa position de président de la République et être avec Gbagbo maître du jeu pour conduire la réconciliation. Parce que c'est un temps. On ne décrète pas cette réconciliation. S'il est président, il peut conduire le processus. S'il a vraiment la volonté de le faire. Et puis il y a une chose concernant, je suis absolument d'accord, plus qu'à 1000% avec vous. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est qu'il a essayé quelque chose avec la nouvelle constitution qu'il a très vite abandonné, c'était d'instituer un poste de vice-président avec un ticket qui permettait, en cas d'élection du président, qu'il y ait un vice-président qui est élu avec lui et donc qui peut Est-ce que cela a été abandonné? Ça a été abandonné, ça a été complètement abandonné. Le poste de vice-président a été maintenu, mais il n'a pas eu de colistier. Il n'y a pas eu de colistier. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a la légitimité d'être élu, enfin qui a la légitimité d'avoir été élu avec
Alassane Ouattara et qui pourrait lui succéder en cas de démission ou de vacances de pouvoir. Donc ça, c'est une chose qui est certaine. Après, s'il estime qu'il est fatigué ou si par la force des choses, on en arrive à une vacance du pouvoir, il faudra bien gérer la situation. Et je pense que sur le plan constitutionnel, il n'y a pas de vide de ce point de vue-là. Donc rien n'interdit à Alassane Ouattara de démissionner, rien ne lui interdit non plus rien n'empêche qu'en cours de mandat, il ne continue pas et qu'il aille jusqu'au bout. Parce que, rappelez-vous, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Bénin, quand les présidents sont arrivés, ils ont dit, je ferai un seul mandat, peut-être même que je n'irai pas au bout. Et les juges se sont très vite prononcés pour dire, c'est illégal. C'est illégal. La loi s'applique à partir du moment où elle a été votée, mais on ne peut pas appliquer cela de façon rétrospective à des situations qui ont eu lieu avant que la loi soit votée. D'ailleurs, cette vice-présidente, elle est toujours vacante depuis le départ de Kabla Duncan. Comment est-ce que vous arrivez à comprendre ce fonctionnement de nos États? C'est la tension au sein de la famille politique. Oui, mais est-ce qu'une tension au sein d'une famille peut empêcher l'État de fonctionner quand même? Non, ça n'empêche pas l'État. Oui, mais... De fait, ça empêche l'État de fonctionner. Mais on prend surtout acte du fait qu'au sein de la famille politique du RHDP, version Alassane Ouattara, puisque le RHDP, c'était avec le PDCI et d'autres formations, donc le RHDP, ce qu'il en reste, aujourd'hui, il y a une telle tension que désigner un vice-président n'est pas chose aisée. Donc, on en prend acte, simplement. C'est lui-même qui s'est taillé cette constitution à sa mesure. Maintenant, ne pas être capable de nommer un vice-président... Ce sont les tensions internes à son RHDP qui est à la base de ce vide-là. Parce que pour mettre quelqu'un comme vice-président, il y a des contingences. C'est vrai que le RHDP est une coalition, si vous voulez, un peu hétéroclite. Donc, pour pouvoir mettre quelqu'un comme vice-président à Alassane Ouattara, il faudrait que la balance soit... tel qu'on fait son lit, on s'y couche. C'est lui-même qui a taillé ce poste. Oui, il avait trouvé dans la nouvelle constitution. Oui, il a trouvé quelqu'un pour pouvoir ce poste. Mais ce quelqu'un est parti. Pourquoi est-il parti? À cause des divergences politiques. Maintenant, trouver la photocopie de celui-là, là, vous allez allumer une brèche parce que photocopie, c'est le nom de son frère, qui est le ministre de la Défense. Non, quand je parle de photocopie, c'est-à-dire j'ai bien compris. Similaire, c'est-à-dire qui répondent aux critères ayant servi à désigner cet autre-là. C'est difficile, hein, c'est pas... Mais ça pose quand même un problème, hein, parce que la vice-présidente, si elle était nécessaire, elle doit être pourvue, la vice-présidente. Absolument. Oui, mais cela confirme d'ailleurs que c'est une constitution, excusez-moi de le dire, c'est une constitution qui en réalité ne devait pas l'être. C'est une constitution qui a été taillée... Vous parlez de la modification constitutionnelle. De la modification constitutionnelle, parce qu'elle est venue pour satisfaire un intérêt inavoué. C'est la conséquence, ça. C'est la conséquence. 90 09 33, 90 09 33. Bonjour aux invités sur le plateau. Moi, je voudrais dire honte aux médias français qui, en 2011, avaient totalement diabolisé Gbagbo et qui, aujourd'hui, consacrent des éditions spéciales pour couvrir son retour. Honte à eux. Entre Gbagbo et Ouattara, il n'y a pas match. En ce qui concerne la défense des intérêts des Ivoiriens et de tous les Africains. Bonne émission. C'est Pascal Bidjeya qui nous écrit de Cara. Alors, il torche les médias français. Alors, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Moi, c'est ce que je retiens. Mais ont-ils vraiment changé? C'est la grande question. Oui, je pense qu'ils se sont rendus compte au bout d'un certain temps que la vérité absolue n'existait pas, qu'il y avait au moins des nuances dans la vérité et que la vérité de Ouattara ou celle de Gbagbo ne sont pas des vérités absolues et qu'au milieu, entre les deux, il y a quand même un peuple qui a souffert. Il y a eu plus de 3000 morts, parce que le bilan de 3000 morts, certains disent qu'il réfère surtout aux victimes du camp Ouattara et pas à toutes les victimes de la crise ivoirienne. Non, je pense qu'il faut surtout voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Les médias français et plusieurs médias internationaux se sont trompés dans l'analyse de la situation. Aujourd'hui, ils essaient de rectifier du mieux qu'ils peuvent ces erreurs-là, mais je crois qu'encore une fois, c'est à nous de faire le travail, pour que nos opinions aient aussi
une résonance à l'international telle que nous ne soyons pas victimes du traitement et du regard que les autres ont sur nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de faiblesse sur le plan de la communication. Or, nous sommes dans la société de la communication par excellence, à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, la radio, la presse écrite. Donc, si l'Afrique n'estime pas qu'il est urgent que sa voix soit entendue à la fois sur son sol et en dehors, qu'elle n'aura que ses yeux pour pleurer quand les autres viendront la décrire comme elle n'est pas ou comme ils souhaiteraient qu'elle soit. Mais est-ce que ces médias se sont trompés ou ils suivent simplement le ton donné par leur diplomatie? Vous parlez de la Côte d'Ivoire hier, mais aujourd'hui, on peut vous évoquer le cas de la Centrafrique. La dernière fois, j'ai vu le président centrafricain se plaindre d'un reportage qu'il estime totalement mensonger sur son pays, sur CNN, relayé par Radio France Internationale, par exemple. C'est le fameux rapport des Nations Unies qui n'aurait jamais eu lieu. Je peux comprendre leur courroux, je peux comprendre leur désarroi, je peux comprendre qu'ils soient dépités, mais qu'est-ce qu'on fait après? Vous avez exprimé vos sentiments, d'accord, on a compris que vous n'êtes pas content, mais qu'est-ce que vous faites pour que ça ne se reproduise pas? Vous avez l'exemple du Rwanda qui, pendant des années, a vu ses dirigeants vilipendés par tout le monde, à la fois les médias africains et les médias internationaux de l'extérieur de l'Afrique. Puisque les médias africains suivent souvent la tendance malheureusement par les médias internationaux. Les Rwandais ont dit « Nous travaillerons à construire notre pays, peu importe la manière dont vous nous présenterez. Si vous considérez que nous sommes des fous, c'est pas bien grave. Si vous considérez que nous sommes des dictateurs, c'est pas grave non plus. Les populations diront si on est à leur service et si on leur rend un bon service ou pas. » Plus de 25 ans après, il faut prendre acte. Les résultats sont là qui mettent tout le monde d'accord. La France, qui était sur une position d'hostilité, voire de réconciliation impossible avec le Rwanda, est aujourd'hui en train de devenir l'un des partenaires stratégiques du Rwanda. Cela en dit long sur l'attitude mentale que nous devons adopter pour ne pas être à la traîne, pour ne pas nous laisser mener par des médias ou des personnalités qui ne sont pas africains. Donc, c'est à nous aujourd'hui, une fois que nous avons exprimé le fait que ces médias-là se sont trompés, ont été incomplets ou carrément à côté de la plaque, c'est à nous de prendre nos responsabilités pour faire les choses autrement et rectifier le tir. S'affirmer. Oui, on doit s'affirmer. On ne doit pas forcément s'aligner sur ce que les médias internationaux rapportent. Moi, je veux même faire un parallélisme avec la recherche. Parfois, nous, les chercheurs, on est ici et on voit un spécialiste en France qui n'a jamais mis pied au Togo, mais qui parle du Togo maladroitement. Et ça vaut pour les autres espaces africains également, hein, pour dire qu'en réalité, notre propre histoire, la façon dont les choses se déroulent chez nous ici, il appartient à nous-mêmes de décrire ça. Si nous laissons l'espace aux médias internationaux qui ont une politique éditoriale dictée depuis leur diplomatie, on n'aura nos yeux que pour pleurer. Effectivement, on doit croire en nous-mêmes. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est ça que nous allons... C'est avec ça que nous devons travailler et non ce qui nous vient de l'Occident. C'est vrai, les médias internationaux sont là. Si ces médias font leur travail avec des outils appropriés et qui vont vers la vérité, on les considérera. Mais si les médias sont au service des milieux, je ne dirais pas des milieux politiques, des milieux d'intérêt en France, je crois que s'il faut se fier à ces résultats, nous allons mal appréhender nos sociétés. Et le problème va demeurer toujours cette question de la domination. 90 34 75, 90 34 75, ils sont très très nombreux à vouloir vous poser des questions. On va prendre quelques-unes encore pour clôturer cette émission. 90 34 75, est-ce qu'on peut nous faire voir la question? Bonsoir au panel, félicitations aux invités pour l'analyse. Laurent Gbagbo est un panafricaniste, un héros africain. Cependant, il serait intéressant qu'il milite sérieusement dans son parti comme un doyen, un aîné, un expérimenté, un conseiller dans ce parti. Il peut jouer ce rôle aux côtés d'une autre personne candidate de ce parti. Bref, il peut jouer le rôle d'Obama, comme le rôle d'Obama aux côtés de Joe Biden, si ma comparaison peut être raison. Oui, je crois que l'auditeur et le téléspectateur... Obama, Gbagbo, Biden, c'est qui alors? Oui, puisque... Blé Goudé, puisque lui, il est clair quand même sur ses intentions. Hein. Oui, il est encore très jeune. Et il a fait une comparaison parce que aujourd'hui, les analystes même ont montré que le gouvernement de Joe Biden aujourd'hui sont
les éléments entre griffes Obama. d'Obama. Donc, lui-même était le vice-président. Voilà, Exactement. Donc les éléments d'Obama sont les éléments de Biden. De Biden. Que même c'est la présence active auprès d'Obama, auprès de Biden, qui lui a rendu cette victoire-là. Effectivement, l'auditeur, le téléspectateur est en train de dire... M. Fagninou, qui nous a écrit Datapamé. Voilà, il est en train de dire ce que j'avais déjà dit, que Gbagbo aujourd'hui, par rapport à son aura et à son leadership politique, ajouté à son expérience, je crois qu'il ferait mieux d'accompagner son parti politique et au-delà de son parti politique, jouer un rôle de premier plan dans la réconciliation en Côte d'Ivoire que de se mettre en première ligne pour briguer un quelconque mandat que ce soit. En tout cas, c'est ma position à moi. Il est libre de le faire, mais moi je crois que il serait plus utile en étant dans cette posture que d'être en première ligne. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Peut-on badaïnéiser Ah, non. Blé-goudé. Ah, non, je pense... Non. En plus, on est à un moment historique qui n'est pas le même. C'est que c'est le président sortant qui a intronisé son successeur et il a pu gagner. Or, tout le monde sait que Laurent Gbagbo n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas introniser aujourd'hui quelqu'un pour qu'il gagne. Non, Biden, comme on dit, Obama n'était plus président quand il a donné son onction à Biden. Ce que je voudrais dire, c'est que prenons souvent les exemples, on l'a dit ici en début d'émission, prenons les exemples autour de nous. Prenons des exemples africains. Nous avons en Afrique du Sud un monsieur qui s'appelle Nelson Mandela, qui a fait la prison du temps de l'apartheid, qui est sorti de prison et il avait un âge très avancé, le président Mandela. Or, il a tenu à diriger son pays un bout de temps, et quand ce bout de temps est passé, il a passé le relais à d'autres. Après un seul mandat. Après un mandat. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'exemple doit être suivi à l'identique par Laurent Gbagbo, mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas astreindre Laurent Gbagbo, au-delà de ce que dit la Constitution, à prendre sa retraite politique. Il peut être utile sans être en première ligne, comme vous l'avez dit, mais il ne faut pas qu'il soit obligé de rester en réserve juste parce qu'il y a une condamnation ou que ce ne serait pas moralement acceptable qu'il soit dirigeant. Je rappelle que Joe Biden est très âgé. Je rappelle qu'en dehors du continent africain, quand vous regardez l'âge des dirigeants politiques, la plupart du temps, c'est aux alentours de 65, voire plus, donc, ils arrivent au pouvoir en ayant déjà l'âge de leurs nerfs et de leurs artères. Donc, je ne voudrais pas qu'on épilogue là-dessus. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que la réconciliation soit véritablement une cause nationale pour tous les acteurs, tous les protagonistes de la crise ivoirienne. C'est ça le plus important. On va clôturer cette émission, vos conclusions en 30 secondes, avec ces remarques de Laurent Nyatoulouma. Gbagbo est le messie terrestre de la Côte d'Ivoire, un grand panafricaniste. Il aime dire qu'on ne vient pas en politique pour s'enrichir. C'est quelqu'un qui a toujours lutté pour le meilleur des Ivoiriens. Et partant des Africains, il ne doit pas quitter la scène politique, car la jeunesse africaine d'aujourd'hui a besoin de tels grands hommes. Par ailleurs, il faut que les gens cessent de dire que Gbagbo doit jouer le rôle d'homme de réconciliation. Parce qu'avant de parler de réconciliation, il faut qu'Ouattara aussi réponde de ses actes devant la Cour pénale internationale. On ne peut pas envoyer un camp politique à la haie et vouloir parler de réconciliation. Signé Laurent Nyatoulouma. Vos conclusions Non, je crois que 30 secondes. Toute proportion gardée, il faudrait que le retour de Laurent Gbagbo soit vraiment une opportunité pour la Côte d'Ivoire de faire la réconciliation véritable et que le camp d'en face, c'est-à-dire le camp Ouattara aussi, fasse franc jeu que la réconciliation en Côte d'Ivoire soit devienne une réalité. Oui, la réconciliation n'est plus une option. Et encore une fois, si le président Ouattara a trouvé
a jugé utile d'ériger la réconciliation en cause nationale en lui consacrant un ministère, c'est qu'il comprend bien qu'il y a un impératif de réconciliation. Donc, il y a une autre balle de match là qui arrive pour cette réconciliation, c'est la libération et le retour de Laurent Gbagbo. Il faut la jouer. Nous sommes en tennis ou en politique, mais il faut jouer et surtout, il faut gagner la réconciliation. Parce qu'au-delà de gagner la guerre, il faut surtout gagner la paix. Et pour l'instant, c'est pas gagné. Balle de match, donc, pour transformer ce set en victoire. Merci à nos chers invités. Nous arrivons à la fin de notre forum de cette semaine. Merci aux fidèles téléspectateurs. Merci aussi à ceux qui nous ont aidés du côté de la technique et réalisation, assurée par Gildas, Sylvain Adjibli et François Nam nous ont aidés au studio. Merci, bon week-end et à très bientôt.